Je suis très heureuse d'inviter à me rejoindre Christian Thimann. Où est-il ? Voilà, Christian, si vous voulez bien me rejoindre. Vous êtes directeur de la régulation, de la responsabilité de l'entreprise et de la prospective chez AXA. Vous êtes aussi vice-président d'une superbe task force dont on attend les résultats avec impatience. Vous nous en direz, j'espère, un mot tout à l'heure. Jean-François Sirelli, que je suis ravie de retrouver dans ces circonstances. Bonjour Jean-François, président de BlackRock France, Belgique et Luxembourg. Asseyez-vous, je vous en prie. Graham Smith, qui dirige l'initiative Smart Cities chez HSBC. Bonjour. Et puis Olivier Millet, qui est le président du directoire d'Euraseo PME et qui est également président de l'AFIC, l'Association française des investisseurs et de la croissance, c'est ça ? Oh là là, merveilleux. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Donc, mon premier questionnement, et je vais vous adresser ces questions à chacun d'entre vous, en commençant par Christian Thimann, si vous le voulez bien. J'ai envie de savoir, voilà, vous avez pris des décisions assez majeures qui montrent à quel point, et comme ça a été dit précédemment, le monde, l'univers de la finance bouge. D'abord, ça serait bien de nous les décrire, notamment vous avez décarboné une partie de votre portefeuille. Bon, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a poussé AXA à prendre ce type de décision? Est-ce que ça a eu des effets de halo sur d'autres décisions à l'intérieur de l'entreprise? Merci beaucoup pour les questions. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Évidemment, je peux peut-être raconter deux petites histoires. La première, c'est AXA. La décision en 2000, juste avant la COP21, de vendre les actions en charbon et les obligations. C'est un investissement de 500 millions d'euros. Et en effet, ce n'était pas une décision facile. C'était une décision qui mijotait depuis assez longtemps, pilotée par la communauté qui était ici, qui a la responsabilité, qui disent que c'est quand même incroyable qu'une assurance qui assure contre les risques climatiques, qui voit augmenter la fréquence, l'intensité des événements, et investit dans le charbon, dont on sait tous que c'est le premier polluant. Comment ça se fait? Mais vous savez, entre la RSE et la finance, il y a quand même quelques étages, quelques murs. Et donc le message était difficile à faire passer. Et l'équipe a essayé depuis assez longtemps. Après, il y avait un peu de rumeurs de l'extérieur, ça serait une bonne chose. Et donc, la décision mûrit. Mais évidemment, c'est très compliqué. Vous dites le triangle magique, les taux bas. Mais là, c'est pas magique parce que les actions que nous avons et l'obligation que nous avons ont encore un bon rendement. Donc pourquoi vendre quelque chose juste au moment où ce qu'on achète derrière a plus de rendement avec un rendement? Donc assez compliqué, mais avant la COP21, on s'est dit maintenant c'est quand même le moment. Donc si on ne le fait pas maintenant, on sera trop tard. Il faut quand même prendre sa responsabilité, essayer d'agir. Et c'est assez étonnant, mais vous avez aussi cette expérience, j'imagine, d'agir dans une entreprise si personne ne vous pousse. Parce que normalement, les régulateurs, on est fortement réglementés, ils nous poussent partout. Tout est réglementé, on nous dit exactement combien de capital il faut mettre, combien il faut investir, à quelle maturité, si on a des passifs à quelle maturité, et donc de faire quelque chose qui est un peu hors de la régulation, hors norme. Et ça, c'était une discussion, finalement, était prise collectivement avec la finance, la responsabilité d'entreprise. Évidemment, à l'époque, c'était Henri Decast, fortement engagé. Et donc, l'annonce a été faite, et nous étions stupéfiés à l'effet. On se pensait que ça s'est un petit retombé, mais apparemment AXA n'était jamais aussi cité que ce moment-là. On avait de la chance parce que c'était avant la COP, il n'y avait pas d'autres annonces ce jour-là, énormément de presse était là, et donc ça fait la une sur plusieurs journaux, et il y avait un effet de suivi. Le premier qui nous a suivis, c'est le fonds norvégien qui a désinvesti 10 fois plus de charbon. Donc ça, c'est quand même étonnant. Après, une compagnie d'assurance en Allemagne qui s'appelle Allianz, avec laquelle on est souvent comparé, nous a suivis aussi. Et de la Californie, le régulateur dit « mais ça, c'est quand même formidable, je vais demander ça à tous mes assureurs ». Donc, il y avait une vingtaine de réactions de ce type. Donc, on a vu, finalement, on peut être leader dans un certain domaine. On peut agir. Et encore une fois, on a la chance, on a désinvesti du tabac après, et on n'a pas que la chance d'être suivi énormément. Donc pour le moment, les autres gardent leurs actions dans un secteur qui n'a pas de lien avec le climat peut-être, mais un lien avec la santé, et on ne trouve pas non plus très durable
d'une manière éthique, une manière de politique de santé. Et le bilan, un an après, cette décision? Très positif financièrement, parce que la COP21 a trouvé un accord, parce que la task force maintenant peut-être va suivre, parce que d'autres acteurs nous ont suivis. Donc c'était une très bonne action. Les employés étaient ravis, fiers du groupe. La responsabilité de l'entreprise a vraiment porté fruit, était stratégique, visionnaire, et la finance, heureux en euros. Merveilleux d'avoir un effet d'entraînement de cette taille-là. Jean-François Cirelli, vous êtes maintenant président de BlackRock France et Benelux et Luxembourg, c'est ça? C'est ça. Et vous avez enrichi votre gamme de produits ESG récemment encore en lançant un fonds obligataire ESG en euros. Même question, est-ce que vous pouvez nous décrire cette décision, nous dire au fond comment elle est arrivée? Oui, pardon Hélène, j'ai pas tellement envie de décrire ce fonds-là, parce que ce que nous faisons là, d'autres le font également. On est naturellement très heureux de le faire. Je crois que, je voudrais juste vous dire la philosophie de BlackRock sur les questions environnementales. Et il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que nous gérons pour le compte de nos clients 5 000 milliards de dollars, dont nous estimons qu'à peu près les 2/3 de ces 5 000 milliards qui nous sont confiés ont pour vocation d'assurer la retraite des épargnants. Donc par définition, nous avons une vision à long terme et nous considérons que les risques environnementaux aujourd'hui sont sous-évalués et sous-appréciés. Et que donc nous devons les prendre en compte, plus que d'autres encore, parce qu'ils vont se manifester lorsque nous serons encore actionnaires. La deuxième idée, c'est que au cœur du métier de gestionnaire d'actifs, qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire d'actifs? C'est on prend l'argent que veut bien nous confier un certain nombre d'épargnants pour l'investir. Donc l'essentiel du métier, c'est la gestion du risque. Et dans BlackRock, dès le début, la gestion du risque a été une formidable aventure technologique pour mettre en place les outils de gestion des risques les plus performants de la profession, dont nous sommes assez fiers. Il y a peut-être d'autres qui sont aussi bons, mais nous sommes assez fiers. Donc de notre plateforme où passe la totalité des 5 000 milliards par an sur cette plateforme. De plus, nous avons ouvert cette plateforme et aujourd'hui, il y a à peu près 18 milliards de dollars qui chaque année plaquent sur cette plateforme. Et donc, l'essentiel que nous avons fait depuis 3 ans, c'est d'insérer le risque environnemental comme un risque comme les autres dans la gestion de tous les fonds. Donc, bien sûr qu'il y a des fonds ESG et qu'on essaye de les vendre. Notre sentiment, c'est qu'il y aura toujours une faible partie d'investisseurs qui seront intéressés par que des fonds ESG, notamment les grandes institutions publiques, les universités américaines, des family office, mais que pour la totalité des 5 000 milliards autres, là, il faut que nous prenions en compte ce risque environnemental. Donc aujourd'hui, 3 ans après, l'ensemble des gérants ont été formés. Si vous allez n'importe quel fonds de BlackRock, il y en a des milliers, ils ont tous une empreinte environnementale. Naturellement, il a fallu avoir beaucoup d'avancées. Maintenant, on y arrive à peu près sur les data, les données de base, pour qu'on puisse avoir ce footprint, cette empreinte environnementale. Mais chaque gérant, au jour le jour, chez BlackRock, connaît l'impact environnemental de toutes les décisions qu'il va prendre quand il va sortir ou rentrer dans une action. Et alors, le bilan que vous en tirez aujourd'hui de cette évolution depuis 3 ans? Le bilan, c'est que d'abord, vous changez complètement la vision des gérants. Je crois que c'est surtout ça. Alors, c'est naturellement évolutif, ça va prendre un peu de temps, par définition. Mais aujourd'hui, et encore une fois, le risque environnemental, au sens de perte de capital, ce n'est pas pour la beauté de la planète, soyons clairs, c'est le risque de capital pour les personnes qui nous ont confié leur argent, et n'est pas un risque qui est pris à côté des autres. Il est inclus dans la totalité des risques qu'il faut prendre en compte. Donc je crois que c'est un changement, le bilan, c'est un changement considérable du mindset, de la façon dont les gérants de portefeuille vont gérer à partir d'aujourd'hui leur évolution à venir sur leur fonds. Merci beaucoup Jean-François. On passe à HSBC. Monsieur Graham Smith, alors vous dirigez l'initiative Smart City et finalement vous investissez pour les infrastructures de la ville durable. Vous pouvez nous expliquer cela? Oui, pour nous, l'idée de faire des investissements au domaine des villes durables, c'est qu'en ce moment, si on pense au niveau de greenhouse gases qui sont émis, à peu près 50% sont émis par des cités, par des villes.
Alors pour nous, si on est sérieuse, si on veut financer un changement climat, alors il faut penser dans les cités, dans les villes. Et pour nous, parce qu'on entend que même si en ce moment c'est 5% des greenhouse gas qui sont produits par les villes et par les cités, en 2050, ça va être à peu près 70 ou 75%. Alors c'est très important que le développement par les cités, par les villes, dans les pays développés et les pays en développement, sont financés d'un moyen qui peut faire des investissements sustentables, des investissements durables. Pour nous, c'est très important, par exemple, que les cités sont smart, que par exemple, ils ont des smart grids, ils ont des smart meters, ils ont des smart buildings, que par exemple, ils font des investissements dans l'énergie qui sont plus efficaces, que le transport public, c'est durable, parce que sinon, on ne va jamais voir les résultats qu'on espère. Alors, comment ça se passe? Vous êtes un point de contact entre, je ne sais pas moi, par exemple le Fonds vert ou d'autres sources de financement pour les Smart Cities. Vous avez des critères aussi qui déterminent les investissements que vous accordez. Comment ça se passe concrètement? Oui, par exemple, moi, de mon côté, je suis un project financier. Alors, le travail que je fais, c'est de structurer des prêts ou chercher des investissements. Comme ça, je travaille au milieu des investisseurs, je travaille avec des fonds de climat, comme par exemple le Green Climate Fund. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est que mon travail, j'ai peut-être deux choses qu'il faut faire. Il faut essayer de monétiser, c'est pas si c'est comme un verbe en français, monetize le verre. Et le deuxième, de ne pas perdre de l'argent. Alors, ça veut dire faire du bon business vert, ça ne veut pas dire qu'on va perdre de l'argent. Il faut chercher des bons projets, mais il faut aussi travailler avec les cités, avec le gouvernement, avec les provinces d'un pays pour les expliquer comment faire l'investissement financeable. Et c'est très important. De temps en temps, il faut qu'ils changent les lois, les règles. De temps en temps, il faut qu'ils entendent que c'est plutôt plus intelligent de travailler avec une compagnie française que peut-être avec une compagnie domestique. Parce que, par exemple, ils arrivent un peu plus de connaissances, ils sont plus experts. Peut-être les actifs qu'ils vont vendre, ils vont durer 25 ans au lieu de 5. Alors pour moi, il faut entendre les risques, il faut structurer le projet pour que ça soit un succès. Merci beaucoup. Olivier Millet, vous avez une expression que j'adore. Vous dites au fond qu'il faut inventer une classe d'actionnaires responsables et vous dites aussi qu'en France, on assume mal ce rôle d'actionnaire dans notre société. Vous avez beaucoup fait pour vous inscrire dans la durée et pour justement faire un lien entre l'actionnariat et les critères ESG. Vous pouvez nous raconter un peu cela? Alors, on a déjà la chance d'avoir un modèle qui est assez simple puisque nous sommes actionnaires en moyenne 6 ans des sociétés. Nous sommes investisseurs dans les startups, les PME, les ETI, l'univers du non-coté. La détention moyenne, c'est 6 ans. Donc si dans la salle, quelqu'un peut m'expliquer à quoi va ressembler le monde dans 6 ans, je l'embauche demain matin. On voit bien que quand on est dans un temps moyen à 6 ans de détention, il faut ajouter que l'entreprise qu'on revendra ou la participation qu'on revendra, il faut bien qu'elle ait un espoir de poursuite de son activité au-delà des 6 ans, puisque sinon la probabilité de valeur va s'écrouler. Donc en fait, notre pensée et notre action s'inscrit dans un temps qui est un temps plutôt long, qui est un temps à 5 à 10 ans. Et donc, on a ce temps qui nous oblige à réfléchir avec des critères qui ne sont pas que des critères financiers, mais bien d'essayer d'anticiper les exocets qui peuvent être lancés contre la valeur des sociétés que nous achetons. Et on a également le temps avec nous pour la transformation et l'accompagnement de la prise en compte des critères extra-financiers, le E, le S et le G, avec ces entreprises non cotées. Ça fait quelques années, et on se connaît depuis quelques années autour de ces sujets, le non coté est historiquement le parent pauvre
de l'extra-financier. Parce que les sommes en jeu sont très faibles par rapport aux sommes qui sont évoquées par les grands gérants d'actifs et par la taille de ces entreprises. Une PME, finalement, est-ce que ça émet beaucoup de carbone ? Dans l'absolu, non, puisque c'est une petite entreprise. Mais à partir du moment où la classe d'actifs évolue, il faut être conscient que si on prend juste le cas français, c'est 1600 sociétés par an qui ouvrent leur capital à des fonds de private equity, je répète, start-up, PME, ETI. Ça commence à être significatif. Deuxièmement, les masses qui commencent à être engagées dans nos côtés, là aussi, sont significatives. On est sur plus de 10 milliards engagés en 2015. On va avoir une croissance de cette classe d'actifs de 20 ou 30% sur l'année 2016. Et donc, on voit bien que cette classe d'actifs prend une place qui reste modeste à l'échelle mondiale de la gestion d'actifs, mais qui a un énorme mérite aussi, c'est qu'elle accompagne, elle façonne une partie du monde de demain, puisque cette classe d'actifs accompagne la fabrication des startups green qui peuvent travailler sur un certain nombre de réparations de l'économie, qu'elle soit sur le plan environnemental ou sur le plan social. Après, il y a un autre élément qui nous pousse assez naturellement, c'est nos systèmes de rémunération. Et je profite de l'occasion pour réexpliquer, ce n'est pas forcément très connu, mais que les systèmes de rémunération des acteurs que nous sommes, que je suis à titre personnel, moi, je n'ai pas de bonus annuel en fonction d'une performance annuelle. J'ai un bonus, alors qui ne s'appelle pas bonus, mais peu importe, la mécanique d'intéressement sur les plus-values qui sont dégagées se passe sur un temps de 5 à 10 ans. C'est-à-dire que, et ça, c'est assez fondamental pour expliquer que c'est mon intérêt. Et là, vous allez pas, non, je ne vais pas non plus dire que je suis là pour sauver la planète, que je suis un fonds éthique. Après, j'ai mon éthique personnelle, je peux avoir des convictions, mais on voit bien que c'est bien la valeur à moyen terme qui a une influence sur mon action, et c'est mon intérêt. Donc, ce qu'on dit à la FIC depuis maintenant quelques années, je suis militant sur ce sujet extra-financier depuis 2008, donc ce n'est pas un truc de circonstance, c'est que c'est bon pour le business. Alors ça peut paraître agressif, cynique, etc., mais il faut accepter l'idée aussi qu'il y a des gens qui sont un peu en avance de phase, il y a des gens qui sont un peu convaincus, et la bonne nouvelle dans le monde financier, c'est qu'il y a des effets grégaires absolument géniaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, mais c'est un peu ce que vous avez tous décrit quand même, ça. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, être un fonds de private equity et pas avoir une stratégie ESG, c'est totalement ringard. C'est totalement ringard. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans l'industrie du private equity, vous n'allez trouver maintenant que des champions du monde, que des gens convaincus depuis toujours que les sujets environnementaux, les sujets sociaux, les sujets de bonne gouvernance font partie intrinsèque de notre métier. Donc, soyons réalistes par rapport à ça, acceptons la nature humaine qui fait que, voilà, il y a des early adopters et puis il y a des suiveurs. Le point fondamental, c'est quoi ? C'est que les bailleurs de fonds qui confient aujourd'hui des capitaux à l'univers du non-coté demandent quasiment systématiquement, je vois dans la salle par exemple BPI, essayez de lever de l'argent auprès de BPI et de ne pas avoir un engagement extra-financier, vous ne levez pas de capitaux. Essayez de lever des capitaux auprès des fonds de pension hollandais pour investir dans le non-coté, et si vous n'avez pas, etc. etc. Ça, c'est une partie de l'histoire, c'est l'amont de notre métier. Mais l'aval, une PME aujourd'hui, elle est confrontée au développement durable, qu'elle le veuille pas. Aujourd'hui, dans toute la chaîne, que vous soyez en B2C ou en B2B, à l'intérieur de votre entreprise ou à l'extérieur de votre entreprise, vous êtes confronté à des enjeux environnementaux, vous êtes confronté à des enjeux sociaux fondamentaux. Et si votre gouvernance repose sur un type formidable avec rien autour, on voit bien qu'il y a des problèmes de durabilité. Donc je ne veux pas paraître trop optimiste ou trop cynique, mais je suis absolument convaincu que le parent pauvre non coté que nous étions jusqu'à il y a encore pas très longtemps sera un parent extrêmement fort dans les années qui viennent, parce que
la méthodologie de je suis actionnaire en moyenne pour 6 ans, je suis board member, j'ai 10%, 20%, 80% de l'entreprise non cotée, nous oblige, et finalement on s'aperçoit que des gens comme Euraseo, pour parler juste de mon exemple, mais il y a PAI dans la salle, il y a des gens comme Ardian, sont parmi les leaders du marché du non-coté en ayant des stratégies RSE, ESG extrêmement volontaristes. L'enjeu derrière, c'est la transparence de tout ça. Donc là, on a, nous, par rapport au monde coté, du retard en termes de lisibilité, parce que comme il y a marqué private, on confond private et secret. On peut être private, c'est-à-dire qu'on peut être non listé, mais avec des formes de transparence. Et donc on voit apparaître aussi de plus en plus dans le non-coté des volontés de transparence de nos modèles, de nos actions, des résultats financiers et extra-financiers. Pardon, je suis un peu long. Non, je vous en prie, c'est très intéressant. Vos exemples à tous les quatre montrent à quel point les stratégies dans lesquelles vous vous êtes engagés sont extrêmement novatrices et intègrent de plus en plus cette nouvelle donne des enjeux et notamment de celle du climat. En même temps, on ne peut pas ne pas dire qu'on n'est pas arrivé au moment de la rupture, en tout cas d'un changement à grande échelle de l'univers financier, à moins que vous me contredisiez là-dessus, mais je pense qu'on n'est pas dans ce moment-là. Et donc, moi, ma deuxième question, c'est de vous interroger sur ça. C'est-à-dire pour qu'on aille encore plus loin, pour que finalement, tout le mouvement qu'il y a dans les entreprises, chez les émetteurs, comme vous dites aujourd'hui, et qui consiste à travailler sur l'évolution du modèle économique, il y a un modèle financier qu'il faut réinventer. Alors, est-ce que ça soit le signal prix dont on parlait tout à l'heure? Est-ce qu'il faut que ça soit de l'évolution de la réglementation prudentielle? Est-ce qu'il faut que ça soit autre chose? Ou tout ça en même temps? Mais en tout cas, si vous aviez un rêve à formuler, là, on est évidemment entre nous, donc vous pouvez le formuler. Si vous aviez en face de vous l'ensemble des candidats à la prochaine présidentielle, vous auriez envie de dire quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, Christian, parce que je sais que vous êtes un homme audacieux, je vous demande de répondre en premier à ma question. Merci, c'est pas la même chose que les rêves, mais je vais se réfléchir à mes rêves. J'ai peut-être une idée évolutionnaire et une idée révolutionnaire. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Je trouve tout ce qu'on dit, c'est peut-être vrai et c'est bien, mais c'est des mouvements à la marge. C'est un peu plus long terme, c'est une belle initiative, mais évidemment, ça ne bouge pas tout. Pourquoi ? Je pense, premièrement, l'évolutionnaire, il faut orienter beaucoup plus la finance vers le long terme. Aujourd'hui, le risque, c'est le long terme. Quand vous parlez avec un régulateur, plus vous êtes dans le long terme, plus c'est risqué. Tandis que pour nous, dans la salle, c'est l'inverse. Plus qu'on est dans le long terme, c'est là les grands enjeux pour la planète, pour la société, le chômage, le climat, c'est tous des risques de long terme. Donc évidemment, plus qu'on finance le long terme, mieux c'est. Mais pour quelqu'un qui a fait la régulation, pour lui, c'est plus que vous êtes liquide, mieux c'est. Donc si vous êtes tout en liquide, ça c'est le monde parfait. Là, il n'y a pas de risque. Mais en fait, si tout le monde était comme ça, l'économie ne marcherait plus. Donc ça, il faut trouver des moyens pour pousser la finance plus vers le long terme. Et ça, c'est les pondérations de capital, par exemple. AXA, le 500 millions, il y a une question dans quoi tu as investi. On a essayé d'investir plus que 3 milliards dans les infrastructures vertes. Et vous savez savoir, la pondération en capital est très lourde pour les infrastructures. C'est très compliqué. Il y a aussi très peu d'offres. Donc, on est encore sur le chemin, on va y arriver parce qu'on se dit que ça va prendre un peu plus de temps. Donc ça, de réduire cette idée que le long terme, c'est risqué. De réduire cette idée que le court terme n'est pas risqué. Et plus révolutionnaire, il y a quelque chose qui nous surprend un peu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, pour les assureurs, tout le bilan est évalué jour par jour et publié, on publie tous les 3 mois, mais c'est le droit de tous les jours, ça s'appelle mark to market, tous les jours. Et ça, c'est très paradoxal parce que la duration en moyenne, c'est 7 ans. Et donc, on est quand même censé à publier et ça introduit énormément de volatilité. Et donc, si on investit dans des actions, on a beaucoup de questions du public, des investisseurs, qu'est-ce qui se passe, et aussi avec notre cours d'action. Vous savez que 30% de trading, c'est des algorithmes. Ce n'est pas du tout une décision sur l'entreprise dans l'économie.
C'est vraiment de l'arbitrage pur qui se passe dans la finance, dans le trading. Donc mon sentiment, on mélange dans les marchés financiers deux populations très très différentes. C'est d'un côté les investisseurs, peut-être ici, qui ont une vision à long terme, et les traders qui ont une vision ultra court-termiste. Et mélanger les populations, on a l'impression, pour le moment, on donne plus de poids aux traders. Parce que c'est là où l'information, c'est là où il y a la régulation. Et à un moment, si on veut écarter, mettre la finance plus sur le long terme, c'est le problème du grand écart. À un moment, peut-être il faut dire, on arrête cette idée de mark-to-market, de coter les actions 3 fois par seconde, de permettre les algorithmes de créer des échanges gigantesques et de se dire, c'est bien, ça c'est la liquidité, ce qu'on veut. La valeur sociale de la liquidité sur le marché financier est très faible. Jean-François, un rêve ou une idée? Non, je crois que ça a été dit formidablement bien par mon voisin. L'essentiel aujourd'hui en Europe, c'est pas qu'en France, c'est de financer le long terme et les infrastructures. On a les taux les plus bas. Que faisons-nous? Pourquoi ça ne marche pas? Donc ça, c'est vraiment le point, je pense, le plus important de la finance dans les quelques années devant nous. En revanche, sur la question comment on peut basculer, moi, je ne suis pas trop inquiet, je dois dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas basculé, mais je ne suis pas trop inquiet parce qu'on va quand même plus vers des gestions très indicielles, qu'on appelle plutôt bêta, passive. Chez BlackRock, c'est déjà aujourd'hui la majorité. C'est fait en effet par des ordinateurs, des algorithmes. Et cette gestion plus indicielle, j'aimerais bien d'ailleurs qu'il faudrait que les CFO de les directeurs financiers de nos entreprises s'en soient bien persuadés, va faire qu'on va choisir toujours dans les indices les meilleurs de la classe. Et donc, de plus en plus, on va différencier dans nos indices les meilleures entreprises. Et ce mouvement d'aller vers les meilleurs va faire que ceux qui ne seront pas choisis, soit ils devront vite rattraper les autres, soit ils vont plus être dans les indices, ils seront plus repris par les investisseurs, et du coup, ça basculera. Aujourd'hui, on a le sentiment que environnement, c'est contraire au rendement. Et c'est ça qui va changer, je pense, et qui changera. Il faut l'aider, ça va changer. Je peux faire un peu de pub pour ma maison. On a fait un papier, je crois que c'est presque le seul dans les gestionnaires d'actifs, sur le changement climatique, et qui montre que, et je crois que c'est le fait que BlackRock puisse le dire et le démontrer, intégrer le financement environnemental n'est pas contraire au rendement. Je crois que c'est le message principal. Pascal Canfin réagira là-dessus tout à l'heure, je crois. Graham Smith, pareil, même question. Bon, un rêve, une idée. Bien sûr, je ne peux pas faire une question au président de la France, parce que je suis britannique. À mon avis, je crois que oui, c'est très important qu'on pense au financement long terme. Mais je crois qu'il faut entendre bien que le problème que nous avons avec le climat, ce n'est pas l'Europe. Le problème que nous avons, c'est le pays en développement. Alors même si on peut nous améliorer par 10% en Europe, ça ne fait pas grand-chose. À mon avis, ce qu'il faut, c'est de chercher des moyens par lesquels les investisseurs peuvent entrer dans les marchés non-investment grade. Alors ça peut être, peut-être des Development Finance Institutions, la Banque mondiale, etc., peut entrer avec une garantie first loss au niveau cité, ville, pays, province, quelque chose qui peut être déclenché un nouveau vague de financement pour les projets en développement. Parce que, à mon avis, la Chine, l'Inde, l'Asie, si on peut aider ces pays à développer de manière plus propre, c'est ça qui va nous sauver. Ouais, merci beaucoup. Olivier, même question. Olivier, j'ai toujours peur de vous appeler Olivier Euraseo. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, le rêve, nous, on a un objectif, c'est de doubler la taille du marché français. Donc ça, c'est pas un rêve. On veut passer de 10 à 20 milliards, c'est-à-dire rattraper le marché britannique. Donc si j'avais un rêve, ça serait de le tripler. On est en train de dire, tiens, ça serait formidable si d'un seul coup, la finance devenait long terme. Mais j'ai juste envie de dire, vous savez, il y a une classe d'actifs qui s'appelle le private equity, dont le boulot, c'est d'être le private equity, en incluant évidemment l'infrastructure. Hein, les fonds d'infra sont membres de la FIC. Ça existe. Alors, ça n'existe que depuis 30 ans, point 1. Point 2, c'est historiquement
très petit, c'est les enfin, on associe assez souvent le non-coté avec la petite boîte, la petite et c'est pas péjoratif, mais la petite société biotechnologique, etc. La classe d'actifs aujourd'hui, c'est des sociétés de petite taille, de moyenne et de grosse taille. Il y a des sociétés qui valent plus d'1 milliard de francs et qui sont soutenues par des acteurs français ou internationaux, et des sociétés qui choisissent de ne pas aller en bourse parce qu'elles préfèrent ce lien avec cette forme d'actionnariat. Et ce n'est pas contre la bourse, mon propos n'est pas contre la bourse, mais si on fait juste shifter une partie des masses qui sont orientées vers la bourse, pour toutes les raisons de régulation notamment, et qu'on les emmène un tout petit peu plus vers le non-coté, je pense qu'on pourra demander à cette forme de finance ou cette forme d'actionnariat d'avoir une influence très nette sur les sujets de transformation, puisque, entre guillemets, le mark-to-market chez nous, c'est plutôt 3 mois que 3 secondes. Et donc, c'est, à mon avis, beaucoup plus en rapport à ce dont a besoin l'économie, cette forme d'actionnariat qui donne aux dirigeants d'entreprise, aux équipes de management, des objectifs plutôt à 5-10 ans qu'à 5 mois. Alors, on ne va pas basculer toute la finance dans le non-coté, il faut être totalement réaliste, mais on a une capacité d'influence qui est tellement forte, et on fera la démonstration, on annonce demain l'impact sur la création d'emplois par les sociétés soutenues par le private equity, je vous l'annonce, on est dans le private equity français a accompagné la création de 300 000 emplois sur les 5 dernières années, quand le marché français avait créé 15 000 emplois. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce lien qui n'est pas un lien d'algorithme, parce que là aussi, si vous connaissez l'algorithme de la confiance, je l'achète demain matin, alors que mon métier, c'est l'humain, une équipe de dirigeants, et c'est là qu'on réinvente cette alliance entre le capital et le travail. Merci. Je te demande 1 minute, Fabrice, supplémentaire, si tu veux bien. Je voudrais, Christian, alors soyez bref, s'il vous plaît, mais donnez-nous quelques nouvelles de la task force, si vous le pouvez, parce qu'on en attend beaucoup de cette task force. Oui, merci beaucoup. Sur l'information financière. Hein, oui, alors la task force, la bonne nouvelle, c'est les travaux sont terminés, le rapport est prêt. Il sera publié mercredi ici. Il y a un événement à Londres et je vais faire un événement chez AXA à Paris l'après-midi pour présenter le rapport. Et ça, c'est le début de la consultation. Donc après, c'est 60 jours de consultation. On attend beaucoup de retours de vous tous sur ce rapport. En gros, juste un mot de contenu, on propose, donc vous connaissez tous le sujet, c'est de mainstreamer, si je peux dire ça, même en anglais, le climat dans le rapport financier. Et on propose un cadre, comment les entreprises peuvent faire ça, en répondant à 4 questions. Comment sur la gouvernance, comment est-ce que vous organisez sur le sujet? Deuxième, sur la stratégie, comment est-ce que c'est pris en compte dans la stratégie? Troisième, gestion de risque, quel est l'apparatus de gestion de risque autour? Et quatrième, est-ce que vous avez des métriques, des objectifs quantitatif. Et ça, on a fait pour tous les secteurs et pour certains secteurs spécifiquement. Et ça, c'est le rapport. Et encore une fois, c'est la fin de nos travaux, mais c'est maintenant la consultation qui commence, qui sera très importante pour avoir votre retour. Consultation jusqu'à quand? Début février? 16 jours, début février, 12 février. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous 4. Merci infiniment. Attendez, bougez pas. Il y a eu beaucoup de réactions sur notre fil, là. J'ai une question à poser à M. Thiemann. La régulation, ça sert à quelque chose. On parle de trading, on dit que le trading haute fréquence est pas une bonne chose pour manager le long terme. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de réguler cette façon de faire du business et de faire en sorte que cette façon de jouer avec les entreprises puisse cesser? Bien sûr, je pense à quelque chose dont on ne parle jamais parce que c'est un sujet que tout le monde trouve terriblement peu intéressant, mais que c'est complètement fondamental, c'est les normes comptables. C'est le standard IFRS qui est fabuleux pour les gens dans le marché parce que c'est énorme d'informations, mais encore une fois, c'est mark-to-market tous les jours, en théorie, peut-être en pratique un peu moins. Et si on ne dirait pas ça, si on dit pour les assureurs, par exemple, d'avoir quelque chose qui sera correspondant à un banking book, où on n'est pas obligé de mark-to-market, ça aiderait énormément et on peut finir beaucoup plus d'engagement vers le long terme.
Parce que c'est ce qui passe aujourd'hui. Vous avez un contrat d'assurance vie à 30 ans, vous achetez des actions, mais il y a la volatilité énorme, et même si ce n'est pas du tout pertinent. Donc oui, il y a absolument des pistes qu'il faut pousser beaucoup. Alors, une coalition pour bouger les IFRS, ce serait possible, ça? Ça, il faut que ce soit une grande coalition. Ouais. Une excellente idée, ça, je trouve. Ouais. Bon, on va essayer de s'y... Enfin, on n'a peur de rien, hein, comme... on va essayer. Merci Hélène, merci à vous tous.